Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est ce matin animé par Webmécanique et HDB. Est-ce que vous nous Bonjour tout le entendez monde. bien? Hop. Donc, avant de démarrer vraiment dans le vif du webinaire, euh, quand on a pensé le webinaire avec Eddy, on a vraiment voulu en faire un moment d'échange. Donc, n'hésitez pas à intervenir. On va dérouler la presse, les conseils qu'on a à vous apporter. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc, vous le voyez sur la droite dans le panneau de configuration, vous avez un onglet questions. Donc très simple, vous posez vos questions et nous, on a quelqu'un qui nous accompagne dans l'animation qui va pouvoir remonter les questions et les poser au fur et à mesure que vous les posez. Donc comme ça, on passe pas à un autre sujet, on échange dessus. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est ce qui rendra l'échange riche. Et aussi, à la fin de ce webinaire, on va vous proposer un rapide sondage pour nous aider à soit améliorer les webinaires demain, soit prendre contact un petit peu plus précisément avec nous. Voilà. Donc, bienvenue et puis je vous propose qu'on démarre. On voit qu'il y a déjà pas mal de participants. Alors, un grand merci à vous tous, en tout cas, de vous être inscrits et de l'intérêt que vous avez. Est-ce que tu es prêt, Eddy? Non, Oh mince. il me faut un Hop. café, un peu de soleil pour être dans le mood. Mais ça va, on va quand même commencer si tu es d'accord. Allez, c'est parti. Hop. Donc, bonjour à toutes et tous qui viennent de nous rejoindre. Ce matin, on est là pour vous parler de comment optimiser les conversions sur vos sites e-commerce. Et qui plus est, il y a un angle qu'on a vraiment voulu prendre aujourd'hui, c'est cette notion d'apport humain dans mon cycle de décision, dans mon parcours d'achat en e-commerce. Donc, au programme, on va vraiment vous parler avec Eddy très rapidement des chiffres clés du e-commerce pour vous redonner un petit peu le contexte et ce qui nous tient à cœur. L'utilité d'une force commerciale. Eddy pourra nous parler vraiment de HDB Solutions et de l'intérêt, en tout cas, que tu as vu, toi, dans tes différentes expériences avec de nombreux clients sur cet intérêt-là. Moi, je vous referai un rapide live sur le marketing automation, que tout le monde ait le même niveau d'information et qu'est-ce qu'on peut attendre. Et puis, la promesse qu'on avait aujourd'hui, c'était de vous montrer des campagnes. Donc là, je vois qu'il y a une petite faute à campagne, je vois que tout le monde l'a vu, donc c'est très gênant. Mais en tout cas, 4 campagnes pour booster la conversion de votre e-commerce, qui seront très concrètes, que vous pourrez, je l'espère, en tout cas, vous, dès demain, appliquer ou en tout cas penser pour vos sites. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous insulter si on fait de la théorie. L'objectif de cet échange est pur pratico-pratique. L'idée, c'est de pouvoir ressortir avec quelque chose dans son panier, un enseignement applicable. Donc, si on, si on part trop loin et qu'on part dans des aspirations psychologie de e-commerce, il faut nous taper sur les doigts à distance. Dans l'onglet questions. Donc pour démarrer là-dessus, juste pour remettre un peu de contexte quand même, on a une étude de PrestaShop qui nous dit que 41% des internautes ne terminent pas leur commande parce qu'ils sont pas prêts à acheter maintenant, mais ils le feront prochainement. Donc pour nous, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire comment on capte toutes les personnes qui sont là, qui sont présentes, qui sont intéressées, mais qu'il va falloir continuer de faire mûrir parce qu'elles sont certainement en train de regarder un petit peu partout. Deuxième zone de chiffres, en tout cas, qui nous semblait intéressant pour introduire le webinaire, c'est la personnalisation. Cette année, plus que jamais, elle est vraiment au cœur des attentes. On a remarqué que des clients ont dépensé en tout cas plus qu'ils avaient prévu sur un achat souhaité quand ils étaient sur des sites qui étaient hautement personnalisés. Donc c'est ce qu'on va vous présenter un petit peu dans les campagnes, comment je personnalise ma relation en fonction de leur parcours et de leur attrait. 63% des consommateurs ont déclaré qu'ils considéraient à présent la personnalisation comme la norme. Donc, c'est pas encore 100%, mais ça veut dire que tout le monde est quand même plutôt habitués en tout cas à ce qu'on leur propose des choses en fonction de leurs préférences. Et 64% des consommateurs sont susceptibles de passer davantage de temps en magasin si des offres personnalisées leur sont proposées. Donc là, vraiment, qu'est-ce qu'on entend là-dessus? C'est la personnalisation dans l'omnicanal. Donc, faire venir en boutique, utiliser différents canaux de communication. C'est nous, en tout cas, ce qu'on traduit au travers de cette stat. Je sais pas pour toi, Sophie, mais dans le côté hyper personnalisation, pour moi, il y en a un qui est très fort dans le
e-commerce, disons, je pense à Deliveroo. Pour une simple et bonne raison, j'ai malheureusement cette fâcheuse tendance avec des enfants en bas âge à ne pas avoir le temps de préparer à manger et donc commander. Et je me connecte sur l'application ou sur le site e-commerce. Alors, j'ai pour le coup l'application, je paye tous les abonnements payants à la con. Mais quand je me connecte dessus, ils me disent tout de suite, tu as adoré tel japonais à côté de chez toi, veux-tu reprendre ton ancienne commande? Et donc, du coup, tout de suite, déjà, ça me fait gagner du temps et ça, je trouve ça cool pour une application e-commerce de me faire gagner du temps et de savoir qu'est-ce que j'aime, donc une forme de reconnaissance du client. Et puis, il y a ce côté, je vais consommer plus. Ah, c'est vrai, j'avais goûté ce truc-là et c'était mortel, j'ai adoré. Ah, ça aussi, c'était super bon. Et je me retrouve avec une commande pour 3 personnes, j'en ai pour 75 euros. Je me dis, bon, allez, on va se faire plaisir. Et je vais au bout. Ben, merci pour ton intervention parce que c'est exactement ce que nous dit, c'est le dernier chiffre promis, que 86% des acheteurs sont prêts à payer plus cher s'il y a une bonne expérience client. Donc on est typiquement là-dedans, ce qui veut dire aussi que vous, en tant que marque, il y a un vrai intérêt à aller faire un investissement marketing, commerce là-dessus pour avoir une meilleure expérience client au sens large et ça passe par la personnalisation. Derrière, là, il y a trois stratégies qu'on utilise et qui sont assez classiques en e-commerce. Est-ce que, Edith, t'as des exemples que tu as pu réaliser avec certains de tes clients, toi, Ah bah, elle est très simple. Alors, quand on pense dans le e-commerce, alors ça dépend des industries. Moi, j'en parle de une qui a été très personnelle en tant que consommateur et que du coup, j'applique avec mes équipes commerciales. Je pense à une lune de miel que j'ai pu organiser avec ma femme en Tanzanie. Et j'ai eu l'occasion d'interagir avec la force commerciale d'un hôtel. Et désolé, j'étais parti avec ma femme sur l'idée de prendre une jolie suite avec une piscine, mais pas de vue particulière. Mais j'ai eu l'occasion, du coup, dans cette personnalisation, la personne a compris que je partais en lune de miel et m'a projeté un petit peu, m'a donné un peu plus de profondeur sur l'expérience que je pouvais avoir au sein de cet établissement haut de gamme. Et puis, finalement, je me suis retrouvé, d'un point de vue upsell, j'ai été conquis par une villa avec une vue mer, un dîner privé sur la plage avec des pétales de rose. Et c'est un peu l'idée dans la personnalisation. On va justement essayer de comprendre le besoin qui se cache derrière une potentielle consommation et de l'amener plus loin. Tu nous fais voyager, Edith, en cette période. Ouais, j'aimerais bien. Super. Est-ce que tu as d'autres exemples sur Parce que là, on est vraiment sur de l'upsell. Ils t'ont fait augmenter le panier moyen. C'était pas le même prix entre la suite standard et la villa premium à vue mer. Il y avait une petite différence de 500 euros par nuit. Mais j'étais content de le faire. J'étais content de le faire. Et lorsqu'on parle de cross-selling, c'est super intéressant. On pense par exemple sur ces discounts, on va avoir dans ces suggestions d'articles complémentaires, je prends qu'est-ce qu'on peut prendre? Je prends un ordinateur plutôt orienté corporate. Donc du coup, pour une application business, on va éventuellement me recommander un casque pour mes visioconférences ou pour mes webinars comme ce matin. Et ça, cette Exact- complémentarité euh, euh, poussée par des outils est extrêmement forte. Exactement. Et fidélisation, on va pouvoir aussi vous en parler. Mais là-dessus, imaginez-vous bien, par exemple, dans des logiques aussi même d'abonnement, ça peut être des achats en ligne. Comment, à la suite de ça, automatiquement, je vais annoncer qu'il va falloir renouveler et à cette occasion, en profiter pour faire aussi de l'upsell, cross-sell parce que tout est évidemment lié. Et là, on parle vraiment de stratégie tout le long du tunnel de conversion que vous pouvez penser. Là, pour revenir un petit peu sur le sujet force commerciale, comment elle s'intègre dans une stratégie e-commerce, Eddy, on ne s'est pas encore présenté. Euh, Qu'est-ce que c'est, enfin, qui vous êtes chez HDB Solutions et qu'est-ce que vous avez de particulier et pourquoi tu peux nous parler de ce sujet avec expertise? Alors, c'est difficile pour moi de dire qu'est-ce qu'on a en particulier, mais on va dire que le cœur de métier chez HDB, c'est de pouvoir positionner des ressources commerciales externes pour le besoin de marques et de sites e-commerce pour les aider à industrialiser leur croissance commerciale. Donc, on vient positionner typiquement des commerciaux sur des sites e-commerce et qui vont
amener justement cette hyper personnalisation pour transformer du visitorat en acheteur. On fait ça depuis quelques années avec pas mal de marques dans cet objectif premium d'amener une expérience différenciante et de sortir de cette relation de visiteur à site web, mais bel et bien d'humain à humain, amener de l'émotionnel et du discours commercial pour générer de l'impact et de la pertinence utilisateur. Et dans ce contexte-là, quand on pense à un site e-commerce, ça paraît pas forcément évident d'avoir des commerciaux. Ceci étant, quand le commerce en ligne vient historiquement, le berceau, on va dire, c'est plus le commerce traditionnel physique. Et on a du mal à imaginer une boutique de vêtements, par exemple, en bas de sa rue, sans vendeur, parce qu'il a de l'impact aujourd'hui. Et cet impact-là qu'il peut avoir dans une boutique traditionnelle, il peut tout à fait l'avoir également pour des visiteurs qui, justement, pour le coup, n'ont même pas la sensation physique de toucher des produits, mais ils doivent se projeter, imaginer est-ce que oui ou non ce produit qu'ils consultent au travers d'une photo ou de quelques photos, s'il va correspondre à son besoin. Et donc l'idée maîtresse que je voulais vous partager, c'est évidemment de créer de la proximité entre la marque, le e-marchand et le consommateur potentiel au travers de la messagerie instantanée, au travers de la relation client, en la digitalisant. Il y a un truc qui est super cool au travers du chat. Alors pour remettre dans le contexte, une solution de chat sur un site e-commerce, c'est comme avoir chatter sur Messenger, Facebook Messenger ou WhatsApp, mais là, cette fois-ci, entre la marque et ses consommateurs. Alors, ça paraît peut-être une évidence pour certains, mais pour regarder encore beaucoup de sites e-commerce, ce n'est pas le cas de tout le monde pour plusieurs raisons qu'on aura l'occasion d'aborder. Alors, évidemment, quand on parle de messagerie instantanée, vous avez commencé à le comprendre, ce que j'essaye de vous partager, c'est plutôt des chats humanisés, à l'inverse de chats automatisés qui sont très bien tous les deux, mais qui ne vont pas servir nécessairement aux mêmes objectifs. Alors j'ai essayé sur une slide très imbuvable de vous partager un petit peu les jeux de différence entre l'un et l'autre, mais il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de chat humain, l'idée maîtresse derrière celle-ci pour un acteur du e-commerce, c'est de générer de l'impact économique et générer de la satisfaction dans l'expérience utilisateur. Et donc pour ça, un chat humain a plein de défauts, mais va vous générer très probablement bien plus d'opportunités commerciales. Aujourd'hui, dans les cas d'usage, on va plus voir du coup de l'automatisation et du chatbot sur une aspiration plutôt après-vente, donc sur des questions récurrentes à faible valeur ajoutée dans un périmètre de conversation délimité. Donc, typiquement, vous allez voir un chatbot sur le site de SFR. Vous avez bloqué votre carte SIM, vous ne vous souvenez plus de votre code PIN, et donc vous ne savez plus où trouver ce code PUC, et donc le chatbot va vous aider. À l'inverse, le chat humain, dans une démarche de vente, va avoir un premier objectif, c'est d'identifier votre besoin et les besoins qui se cachent derrière vos questions, avec un grand point d'attrait pour la messagerie instantanée, c'est que c'est très peu engageant pour un visiteur de rentrer en interaction avec votre marque. C'est fluide puisque c'est directement intégré dans le tunnel de vente, dans l'expérience d'achat, sans casser le processus de ce visiteur, de switcher sur le téléphone, par exemple, qui est très engageant. On arrête ce qu'on fait, on bascule sur de la voix, on attend, c'est très engageant. Et donc, certains prospects n'auront pas cette maturité, quand on parle de maturité de prospects, n'auront pas cette maturité de vous appeler par téléphone, sont encore en train de comparer un produit par rapport à un autre, mais peut-être votre site e-commerce par rapport à un autre. Et c'est là où la force commerciale peut hameçonner, si je puis dire, un visiteur dans un site. Et d'ailleurs, c'est super intéressant, le temps de conversation moyen d'un visiteur avec un commercial sur un chat, il est de 14 minutes. Donc plutôt long, quand on sait que le temps de parcours sur un site e-commerce tourne plus aux alentours des 2 minutes 30. Mais ça génère de l'impact, et ça, c'est ça qui devient intéressant. Les taux de conversion moyens lorsqu'on a un site avec un service de chat qui est performant oscillent entre 18 et 30% de taux de conversion d'un visiteur après un chat. Quand on pense au temps de transformation au taux de conversion qui est plutôt bas pour un visiteur lambda, on voit que l'accompagnement accélère l'appétence à l'achat. Par contre, attention, il faut être disponible quand vos visiteurs s'intéressent à vos produits, et c'est là où je vous invite à regarder le parcours de vos visiteurs, sur quelle tranche horaire ou sur quel jour de la semaine ils ont plutôt tendance à s'intéresser à vos produits et à votre site.
et d'adapter votre force commerciale, qu'elle soit interne ou externe, pour pouvoir être disponible quand on a besoin de vous. Et au-delà de ça, évidemment, la relation client par chat, la promesse, c'est de l'instantanéité. Et donc, il faut avoir suffisamment de ressources réactives et formées pour répondre à ce besoin d'interaction. Quand on pense toujours à ce cas de SFR sur du SAV, on est prêt à attendre 14 minutes patiemment, même si on est énervé, pour avoir réponse à son besoin. Parce que c'est nous, en tant que consommateurs, qui sommes en demande de services après-vente. À l'inverse, si vous voulez aller générer de l'impact économique et donc accélérer vos ventes, c'est vous qui êtes demandeur de chiffre d'affaires et donc à vous d'être réactif. Les standards sur le marché, on parle de l'ordre de à peu près 30 secondes, au moins à la première interaction, pour rentrer dans cette conversation d'humain à humain. Super. Est-ce que tu sais, toi, Eddy, s'il y a une vraie différence dans les performances et les taux de conversion entre avec le chat humain, le moment où tu peux passer en visio, par exemple? Alors, nous, on n'a pas encore le plaisir d'avoir des demandes de nos partenaires sur de la visio. On a ce cas d'usage existe particulièrement sur des produits premium et complexes, comme par exemple chez Mercedes, sur leur site e-commerce. Vous pouvez rentrer en visio avec un commercial parce qu'on est sur un produit avec un panier moyen plutôt conséquent, avec des processus de réflexion plus ou moins longs, et donc on peut rentrer dans cette conversation. Mais en termes de KPI de conversion, moi qui suis un homme de chiffres, j'en ai pas à ce stade. Ok, bah, de toute façon, on a une question pendant qu'on est là. C'est quel outil est-ce qu'on peut utiliser pour un chat humain? Je te laisserai peut-être prendre là-dessus, c'est toi qui as plus l'habitude. Alors c'est une très bonne question. Des outils de chat, il en existe 1 million sur Internet, des gratuits, des payants. Encore une fois, tout dépend ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez générer de la conversion, je vais vous en donner deux pour pas vous polluer avec 50 milliards de solutions. Vous avez iAdvise, qui est un des leaders européens et qui est spécialisé justement sur la partie acquisition. Et donc, vous avez des capacités de pouvoir avoir le tracking, avoir la mesure. Vous allez voir que mettre en place un service de chat, c'est plutôt impactant et on doit amener de la conduite du changement dans son organisation pour pouvoir mettre en place ça. Mais le ROI derrière est très présent. Il faut pouvoir le mesurer pour pouvoir l'optimiser. Ça tombe sous le sens. Et vous avez une autre boîte américaine qui s'appelle LiveChat Inc., développée dans les pays de l'Est, qui est très puissante et très au point, beaucoup utilisée dans le e-commerce. Ce qui est important et ce qu'il faut garder à l'esprit, la technologie de chat en tant que telle existe depuis vraiment longtemps et donc l'enjeu ne se cache pas nécessairement derrière l'outillage, mais surtout sur la ressource commerciale que vous allez positionner derrière. Est-ce que vous avez suffisamment de staff sur les bons horaires? Est-ce qu'ils sont formés à avoir un discours impactant pour générer des retombées économiques? Très clair. Alors, En parlant de retombées économiques. alors ça, c'est un sujet qui est intéressant. On se pose, encore une fois, comme je vous disais, ça a de l'impact de mettre en place un système de chat avec des commerciaux disponibles pour ces visiteurs. Encore faut-il se projeter sur le potentiel économique que ça peut représenter. Ce que je vous ai partagé, ce sont les data, pardon, d'un véritable site e-commerce. Évidemment, on a caché son nom si ses concurrents sont présents dans ce webinaire. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un site e-commerce qui, pour le coup, a 216 000 visiteurs uniques par mois. Donc, ça peut vous permettre de vous projeter. Il fait à peu près 2 millions de CA par an, avec un panier moyen à 100 euros. Les résultats que nous, on a sur l'ensemble de nos clients est assez simple. Il y a en moyenne 3% des visiteurs qui vont demander de l'assistance sur le chat. Sur ces 3%, il y en a 18% qui vont passer à l'acte d'achat. Okay, sur le côté fourchette haute, du coup, on va reprendre le nombre de visiteurs. Vous pouvez faire cet exercice en reprenant ces KPI avec vos propres données pour vous dire est-ce que oui ou non, ça pourrait avoir de l'impact pour mon site. Et donc, sur ces 200 000 visiteurs, 3% de taux d'engagement, 3% qui vont chatter, 18% d'entre eux qui auront chatté vont acheter avec un panier moyen aux alentours des 100 euros. Et ça projette pour ce site qui génère 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1,4 million d'opportunités commerciales. Donc ça, c'est la fourchette qu'on considère haute. Et vous avez un autre indicateur, c'est que les ventes émanant du chat
oscille entre 15 et 25% d'un site e-commerce. Donc, vous avez une overview des potentielles retombées que vous pourriez avoir pour votre site. Je vous invite à le faire. Et après, derrière, si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un message en MP. Je vous dirai combien de ressources commerciales il vous faut en fonction du nombre de sessions de chat, combien ils peuvent gérer et le nombre de ressources pour pouvoir atteindre ce type d'objectif. Ouais, hyper intéressant. Puis même pour l'investissement de base, quand on hésite à investir dans ces sujets-là, de se poser la question du potentiel, si en effet il y a un intérêt à y aller ou pas. Excellent. Ouais, c'est une vraie question de fond parce qu'en effet, c'est engageant de mettre en place ça, que ce soit en interne ou en externe. On en est même venu chez HDB à proposer des garanties de retour sur investissement parce que justement, c'est toute la question derrière n'importe quel outil ou service, c'est quelle est la valeur que ça va me générer par rapport au risque, qui est la facturation concrètement, ou le temps que ça va représenter. Et que ce soit de l'outillage comme Webmécanique sur la partie marketing automation ou du serviciel pour avoir des commerciaux couplés à un service de chat, il faut se poser la question de qu'est-ce qui est le plus opportun, qu'est-ce qui va me générer de l'impact et pourquoi. Super, ben, merci Eddy. Moi, je vous fais juste un rappel sur le marketing automation et comment il s'imbrique dans tout ça. Euh, pour rapidement présenter qui on est, donc moi je suis Sophie Panot, j'ai la direction marketing commercial chez Webmécanique. Et Webmécanique, on est un éditeur de logiciels de marketing automation. Donc on a une particularité, c'est qu'on travaille avec une communauté qui est dite open source, donc ce qui nous rend vraiment sur des évolutions fonctionnelles et une collaboration avec plusieurs dizaines de développeurs dans le monde entier. Donc c'est vraiment cet aspect collaboratif qu'on apprécie et qu'on prône aujourd'hui au travers de la solution. On a vraiment une notion de proximité quand on déploie du marketing automation. J'aime bien rappeler que l'outil, c'est un outil, c'est un squelette, mais autour, il faut bien mettre une stratégie, il faut bien mettre la chair humaine. Et c'est au travers de ça que la proximité et le fait qu'on soit français aussi, pour nous, c'est important, avec justement le support en français, etc. Et même européen, ce qui nous permet aussi de promouvoir cet angle RGPD qui nous est cher, surtout qu'on traite de la data, nous, mais surtout nos clients traitent de la data, et comment on vous aide au travers de ces contraintes réglementaires à en faire une force marketing dans cette utilisation. Voilà, et puis la partie accessibilité, au niveau de la plateforme, on est sur un marketing commerce qu'on a décidé de faire simple, et du fait qu'on travaille en open source, on offre toutes les fonctionnalités qui sont incluses directement et avec des prix qui, si vous voulez aller voir, sont très concurrentiels par rapport à nos concurrents. Voilà, ça c'est vraiment l'ADN Webmécanique. Et aujourd'hui, on travaille en France et à l'international et autant en direct avec des entreprises de tous bords. On est vraiment généraliste et là, vous le verrez aussi dans les campagnes qu'on vous propose. On a l'habitude de travailler avec tous les secteurs d'activité et à peu près toutes les tailles, même si notre cœur de travail, c'est avec des grosses PME ou des marques de grands groupes. Le marketing automation, pour ne pas vous parler trop longtemps de Webmécanique, c'est pas l'idée aujourd'hui. Nous, le marketing automation, comment on le définit? C'est des techniques, comme je vous disais, une stratégie humaine et des outils, l'outil de marketing automation, c'est un logiciel qui va vous permettre d'automatiser pendant votre processus de vente ou de communication sur différents canaux. Donc, on a 4 phases qui nous semblent vraiment importantes à rappeler. Première phase, c'est j'attire. Vous l'avez entendu certainement, ce qu'on appelle l'inbound marketing. Aujourd'hui, vos consommateurs vont, et nous on fait tous aussi un tutti personnel, on va chercher en autonomie des informations. Donc, donner des contenus riches, rendez-vous intéressants. Par contre, il va falloir, une fois qu'on a attiré, il faut transformer pour pouvoir qualifier. Rappelez-vous la première stat, 41% des visiteurs viennent sur un site, sont pas prêts à acheter tout de suite, mais ils le feront un jour. Donc tout cela, est-ce que je mets en place ce qu'on appelle des lead magnets, je sais pas, un guide, un livre blanc, une remise, un essai en concession dans l'automobile, n'importe quoi, qui vont nous permettre de récolter de la data. Donc il faut que cette information ait une vraie valeur ajoutée. À partir de ce moment-là, je vais récupérer de la data, donc une adresse email, un téléphone portable, un nom, prénom, un poste, les questions que j'aurais demandées, toujours pareil en fonction de la valeur que j'aurais apportée avec ce que j'offre. Je vais pouvoir qualifier, segmenter. Une fois que je sais la personne, que j'ai bien identifié qui elle était, quels étaient ses intérêts,
Je vais nourrir, ce qu'on appelle le nurturing en marketing automation. Je vais donner le bon message à la bonne personne au bon moment pendant tout le cycle de décision jusqu'à ce que la personne soit prête à la conversion souhaitée. Une fois que la conversion a été souhaitée, ça peut être une prise de rendez-vous avec un commercial en B2B, ça peut être l'achat directement en ligne sur du e-commerce. Derrière, il y a toute la phase de fidélisation et on aurait même pu rajouter au bout du tunnel une autre phase qui est la phase ambassadeur. Comment mes clients fidèles, je les fais devenir ambassadeurs pour qu'ils représentent et parlent de ma marque. Voilà, ça c'est vraiment les étapes que je vous invite à travailler pour ce qu'on appelle le customer journey finalement dans un cycle de décision et pour travailler vos campagnes qui ne sont pas les mêmes à chaque étape. On l'a vu hein, tout à l'heure, Eddy nous a parlé, les taux de conversion avec un chat, c'est 3%. Nous, il y a des stats qu'on a, on est à peu près à 1% de conversion quand les personnes viennent directement sur votre site, que vous avez travaillé pourtant, hein, vous avez un site web qui est plutôt optimal, vous faites du référencement payant naturel, vous avez une communauté sur les réseaux sociaux, et bien malgré tout ça, c'est 1%, 2% si on est bon, 3% si on est excellent, parce qu'on a mis un chat ou d'autres mécanismes qui vont convertir directement en lead show ou en achat. Ici en haut, vous voyez, je vous ai mis 50% de rebond. En fait, c'est qu'une personne sur deux qui arrive sur mon site, elle s'en va tout de suite et ça nous arrive aussi. Hein, je suis pas prêt ou alors c'est pas du tout ce que je recherchais, je m'en vais. Donc on admet quand même qu'il y a 1% qui convertit, 1 sur 2 qui est présent sur mon site, ce qui fait 49% de personnes qui sont là, qui sont intéressées. Ça reprend un peu ma stat de PrestaShop au début, on n'est pas très loin. Et c'est toutes ces personnes-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comment je les attire, comment je les capture pour les segmenter, les nourrir et les qualifier jusqu'à ma conversion souhaitée. Ça, c'est vraiment un concept qui nous semble important de rappeler. Voilà. J'irai pas plus loin là-dessus. Les différents canaux, pensez aujourd'hui, on a parlé beaucoup de personnalisation, l'omnicanalité, ça pourrait faire partie aussi d'un webinar complet. Les différents canaux de communication, ceux qui performent, posez-vous la question, où est mon audience, évidemment. Et en fonction d'où est mon audience, pour prioriser, où est-ce que je vais avoir les taux de conversion les plus intéressants. Donc, bon, bah voilà, l'email, pensez-y, c'est quand même le plus classique aujourd'hui, mais c'est celui qui a des meilleurs taux en marketing automation parce qu'on ne fait pas de l'email de masse, mais de la personnalisation. Et on va le voir tout de suite dans les différentes campagnes. Donc, ce qu'on vous propose, c'est 4 campagnes pour justement booster la conversion du site e-commerce. La première campagne, vous la connaissez tous, vous l'avez tous vécue ou vous l'avez déjà mis en place sur vos sites e-commerce. En général, c'est la première, c'est la relance panier. Aujourd'hui, on va parler de la relance panier, mais d'une façon un petit peu plus évoluée, avec des possibilités peut-être que vous n'avez pas forcément pensé ou mis en place. Aujourd'hui, la relance panier, elle peut être faite par email, donc sans commercial au début, par une pop-in directement sur le site ou par téléphone. Et dans ce cas-là, on aura besoin d'un humain. Donc, Eddy, est-ce que tu peux nous parler de ces opérations relance panier avec des commerciaux? Déjà, l'exercice de relance panier est plutôt sympa. Avec ou sans commercial, on voit que les techniques évoluent avec le temps et qu'on arrive à amener plus de profondeur dans les règles d'engagement, si je puis dire, et donc à amener plus de pertinence. Un jour, je me suis rendu compte d'un truc. J'étais sur le site de Cdiscount et j'étais logué, j'ai l'habitude d'acheter sur ce site. Et j'ai mis un ordinateur portable dans mon panier. Je ne sais plus trop pourquoi, mais j'ai hésité et je suis parti. Et dans un délai de 4 heures, il y a quelqu'un qui m'a appelé au téléphone et qui m'a dit: Bonjour, je suis, je ne me souviens plus de son prénom, j'en suis navré, Sophie, de Cdiscount. Je vois que vous avez voulu acheter un ordinateur portable sur notre site. Il semble que vous soyez pas allé au bout. Et j'étais assez surpris de cet appel et je lui ai expliqué pourquoi. Je ne suis pas un spécialiste des ordinateurs portables. Très franchement, même d'ailleurs, ça m'ennuie. Pour moi, c'est vraiment un outil et je veux simplement qu'il s'allume, qu'il galère pas, qu'il bug pas et que dans mon expérience de navigation ou de travail, ce soit plutôt fluide. Donc, je lui ai expliqué ce besoin et donc en fonction, elle m'a réorienté sur un produit qui correspondait beaucoup plus à ma demande. Il y a véritablement cette réflexion si on prend un peu plus de hauteur. Là, on était sur la partie exécution, mais en termes d'un point de vue stratégie commerciale, il y a une véritable réflexion intéressante à avoir de se dire
sur mon volume de prospects et de visiteurs qui vont mettre des produits dans leur panier. Il y en a certains sur lesquels on peut considérer, quand je reviens sur ce que tu dis, Sophie, qui sont matures, qui ont un scoring plutôt élevé, qui ont déjà consommé sur mon site, qui ont déjà fait un certain nombre de choses. Et bien ceux-là, peut-être que je veux leur amener un accompagnement premium avec un véritable humain, un commercial qui va l'accompagner dans son processus d'achat, et d'autres sur lesquels je me dis, c'est peut-être un peu prématuré, c'est peut-être même d'ailleurs un peu trop intrusif, et donc je vais plutôt lui pousser du contenu pour qu'il arrive à maturité et qu'il soit prêt à aller consommer. Donc il y a un véritable jeu de complémentarité entre l'automatisation et amener de la ressource commerciale premium pour ceux qui en vaut la peine. Et donc dans votre strate commerciale, posez-vous la question de manière très simple, prenez une feuille blanche, qui j'aimerais contacter, qui génère réellement de la valeur, ou pour qui ça pourrait générer réellement de l'impact. Et donc, dans les campagnes qu'on mène avec nos partenaires e-commerce, on va avoir en effet des exercices sur la première commande, un premier point de contact entre une marque et un potentiel consommateur, et lui, on veut faire l'extra mile. On veut lui amener de la considération parce qu'on sait que si sa première expérience d'achat se passe bien, probablement il reviendra acheter sur notre site et là, il pourra être autonome dans son expérience d'achat. Également, si vous avez un site e-commerce, on va dire plutôt généraliste, par exemple, vous faites de la vente d'accessoires de bureau type du papier, des stylos et je ne sais quoi. Bon, un client qui a mis, un prospect qui a mis un stylo dans son panier et qui n'est pas allé au bout, vous n'allez peut-être pas l'appeler par téléphone. Et toutes ces règles-là, évidemment, il faut avoir un outil suffisamment puissant dans la gestion des relances de panier pour pouvoir définir ce type de règles et orienter les flux d'abandon de panier en fonction des règles que vous allez définir. Et ça, là, ça devient très intéressant. Pour être sincère, Sophie m'a bluffé quand on a parlé relance des paniers parce que je l'ai beaucoup challengé sur l'outil de web mécanique, sur comment j'allais pouvoir gérer ce type de campagne et les possibilités sont assez larges. Donc moi, ce que je peux vous recommander, c'est de réfléchir sur l'historique de navigation de vos clients. Est-ce qu'ils sont déjà logués ou pas? Donc, est-ce qu'ils sont fidèles ou pas? Il y a toutes les règles aussi de dire, quand on veut amener une expérience hyper personnalisée et fluide, bah, dites-vous bien que si vous avez un client qui est plus ou moins fidèle, qui a déjà parlé avec Eddie, ben, c'est cool si dans sa prochaine expérience d'achat et dans son prochain abandon, il est toujours appelé par le même interlocuteur. On vient amener justement une humanisation de la marque et on préfère parler à un humain que parler à une entreprise. Et en travaillant sur ces exercices-là, vous allez pouvoir générer de l'impact additionnel. Très concrètement, par les chiffres, sur la partie relance des paniers abandonnés, nous, on a un taux de transformation de 33% d'un panier abandonné en achat, en générant cet impact-là. Mais évidemment, on va le faire sur des paniers qui ont du sens d'être relancés par des commerciaux. Ouais, c'est excellent. Et en effet, si ces critères-là, bon bah, ils ne tiennent pas, et dans ce cas-là, autant mettre vraiment les processus assez classiques qu'on connaît, eh bien, on va mettre une campagne de relance panier sans commercial. Donc là, c'est un exemple, hein, vous allez faire un email de relance du contenu du panier. Voilà. Bah, votre panier vous attend, hein, vous avez acheté tant de stylos, tant de gomme et tant de papier. Euh, la prochaine fois que vous revenez sur le site aussi, on a paramétré le fait qu'il y aurait une pop-in qui va arriver en disant n'oubliez pas, vous avez toujours votre panier qui est à confirmer. Donc cliquez ici et rendez-vous sur votre panier et allez-y. Et puis, on pourrait très bien imaginer aussi une troisième action qui serait un deuxième email avec peut-être ici plus un sentiment d'urgence avec un email qui va nous dire le nombre de disponibilités. Donc pareil, il faut mettre un critère. Là-dessus, on ne vous invite pas à mentir en disant qu'il reste à chaque fois qu'un seul article, mais mettez une limite. S'il en reste moins de 5, bon, bah, avertissez la personne parce que potentiellement, ce sentiment d'urgence-là peut aider tout le monde à être satisfait. Ça peut être aussi une remise limitée dans le temps. En fonction d'eux, vous allez peut-être au fur et à mesure ajuster en se disant, bah, au final, les personnes qui ont déjà mis dans mon panier, quand j'ai déjà relancé, quand j'ajoute 10% de remise, bah, mon taux de conversion, il explose. Et dans ce cas-là, bon, bah, ok, le coût d'acquisition, il est intéressant malgré cette remise que vous offrez à ce moment-là.
Donc C'est hyper voilà, intéressant ce que tu dis, Sophie. Je trouve qu'il y a beaucoup de complémentarité entre l'outillage et le commercial. Au travers du commercial, sur une relance par téléphone, par exemple, on va amener de la considération pour la personne. Et dans l'exercice via de l'automatisation, on va amener de la considération par rapport aux besoins d'une expérience utilisateur fluide. Quand tu dis, bah, justement, son panier est déjà préparé de sa visite antérieure, ben, on considère le fait que cette personne n'a pas de temps à perdre et on va lui fluidifier son checkout sur le site e-commerce. Et ça a de la valeur pour les clients. c'est clair que c'est vraiment complémentaire. J'avais Euh, juste, ah, Sophie a dit, c'est la petite voix des questions qui vous parle. J'avais juste une question par rapport du coup euh, aux, aux relances commerciales par téléphone. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où on peut privilégier ça? Donc, tu l'as dit, Eddy, avec ces discounts et des achats assez onéreux. Est-ce qu'il y a d'autres exemples où du coup c'est hyper pratiqué? Ben, en fait, dans tout secteur où la relation client a du sens. On peut le faire dans l'univers de l'assurance, par exemple. Vous êtes un courtier en assurance, on parle de sécurité, de la famille, on parle d'un certain nombre de choses. Donc l'axe émotionnel est plutôt fort. À l'inverse, comme je disais, alors l'un des éléments, il y a deux choses. Il y a un, est-ce que il y a de l'attrait pour mon potentiel consommateur, mon potentiel client, et deux, est-ce qu'il y a de l'attrait potentiel pour mon site e-commerce. Si vous travaillez sur des sites à très fort volume avec des paniers moyens très bas, c'est plutôt challenging. Et là, en effet, il y a une véritable complémentarité à aller chercher protéger au maximum votre ressource commerciale, hein, parce qu'elle n'est pas extensible à l'infini, à l'inverse de l'outillage, enfin de l'automatisation. Et donc, il faut vraiment bien déterminer les critères d'engagement, si je puis dire. Et de faciliter d'ailleurs le travail pour le commercial. Hein. Il ne va pas se connecter dans la base de données de votre site e-commerce comme un développeur pour aller voir qui sont les paniers abandonnés. Il faut lui mâcher ce travail, l'intégrer même également, si vous avez des outils au point, dans les CRM pour qu'ils puissent justement avoir ce travail mâché et avoir une liste de tâches de prospects à les contacter de manière efficace. et du coup, on a une deuxième question merci en tout cas de toute cette interaction. Pour nous, c'est vraiment ce qu'on voulait. La question, c'est quel serait le rythme de relance, le timing pour une demande d'un prospect? Euh, Moi, je peux répondre sur la partie un peu automation. Nous, en fonction des secteurs d'activité, on a des stats où on sait que, par exemple, sur du SaaS B2B, il faut, par exemple, minimum 3 relances pour que là, il y ait des taux de réponse qui explosent. Donc, ça veut dire qu'avant, en fait, finalement, les personnes ne répondent pas forcément. Cependant, je vais un petit peu faire une réponse de Normand là-dessus, mais le timing qui est bon pour le prospect, il est bon pour votre prospect dans votre cycle de décision. C'est pour ça que la première étape que je vous ai partagée dans une stratégie de marketing automation, c'est vraiment de se dire déjà en temps normal, que ce soit si j'ai une boutique physique, si c'est en ligne, etc., d'analyser combien de temps entre une première visite et une conversion ça se passe. Si je vends des bijoux fantasy en ligne, normalement, si je dis pas trop de bêtises, pour se décider, ça va assez vite. Donc là, peut-être que le timing et la relance, il pourrait être très serré. C'est dès que la personne part de mon site, tout de suite, je lui envoie un email. S'il revient sur mon site, tout de suite, je lui mets la pop-in. Et peut-être que tout de suite, en fait, dans mon premier email, je vais être un peu plus agressif au niveau commercial avec une remise dès à présent. Euh, et ça, pour moi, en tout cas, ça va vraiment dépendre. Peut-être que toi, Edith, tu as des stats ou des choses un petit peu plus standards quand il y a une notion commerciale ou même au sens large. Et je pense que tu as très bien répondu, Sophie. Il faut penser à votre persona et vous avez des personas multiples pour un site e-commerce. Euh, c'est toujours mieux de corréler ça à la data. Maintenant, une chose est sûre, si vous appelez, vous faites une relance de panier avec un commercial, euh, si la personne hésite et a besoin de temps, vous ne pouvez pas la relancer 5 fois dans un délai de 24 heures. Là, vous allez amener un côté intrusif. Euh, et donc, du coup, vous allez avoir un impact contre-productif sur votre image de marque. Ce qui est important, c'est de définir les steps dans le discours commercial avec son prospect. C'est assez normal d'avoir un prospect qui a besoin de temps pour mûrir sa réflexion avant de consommer, particulièrement sur des paniers moyens qui sont plutôt conséquents. Donc, définissez avec lui quel moment il est opportun que vous puissiez le rappeler ou le recontacter. Et donc,
idéalement, si vous avez un outil d'ailleurs qui vous permet de suivre, vous êtes des acteurs du e-commerce, vous avez eu un point d'interaction avec un prospect par téléphone. Évidemment, le rôle du commercial, c'est de finaliser la vente directement par téléphone et de lui mâcher le boulot. Mais il est possible aussi qu'il finalise sa vente directement sur le site e-commerce de manière autonome avec les informations que vous lui avez partagées en tant que commercial. Et donc, il est plutôt opportun de ne pas relancer ce prospect-là qui finalement est déjà devenu un client. Ouais, exactement. Et pour aller un peu plus loin dans ce que tu dis, où c'est pas forcément utile ou autre, on a une question de Jean-Marc, et merci pour cette question, qui nous dit, mais est-ce qu'il va pas y avoir un rejet grandissant des rappels au téléphone, une lassitude des clients, avec l'exemple des assurances, c'est pas parce qu'on n'a pas finalisé qu'on a envie qu'on soit rappelé. Là-dessus, je pense que nous, côté marketing automation, en tout cas, c'est toute cette notion de scoring et d'expérience qu'on va proposer, c'est-à-dire que si on se prend un mur une fois ou deux, tout de suite, il faut réagir. Et ça, c'est un vrai travail stratégique avec l'équipe marketing commerciale, de se dire, bah, c'est pas le moment d'aller envoyer chez le commercial. Si on le fait, c'est qu'en effet, on s'est trompé. Et ça, je pense qu'il faut l'analyser avec les taux de satisfaction derrière. Il y a souvent des enquêtes de satisfaction. Est-ce que au téléphone, ça s'est bien passé? Non, ou alors j'ai pas répondu ou autre. Et il y a aussi une autre possibilité, hein, c'est d'être proactif en disant est-ce que vous souhaitez être rappelé? Et dans ce cas-là, déjà, ça enlève un petit peu ce frein-là. Donc, pareil, Edith, je ne sais pas si tu as des choses là-dessus. C'est hyper pertinent, justement, en fait, dans les règles d'engagement, lorsque vous confiez cette liste à vos commerciaux, dites-vous bien que si justement vos règles ne sont pas suffisamment restrictives en termes de scénarii, déjà, vos commerciaux, ils vont être sollicités de toutes parts, et ça va être extrêmement chronophage avec très peu d'impact, trop de volume à traiter de paniers abandonnés. Regardez les historiques de navigation, il y a beaucoup de data super intéressantes. Et ça, c'est pas uniquement sur la relance de panier, vous avez la même chose sur le chat. Vous avez deux opportunités d'un point de vue marketing. Vous pouvez faire du push ou vous pouvez faire du pull. Donc, typiquement, ce visiteur, imaginez un passant qui rentre dans une boutique de vêtements, il a soit il a un besoin, une interrogation, et il va demander de l'aide à ce vendeur, ou vous avez l'opportunité de faire l'inverse, d'identifier des comportements de visiteurs qui sont abandonnistes, mais qui ont un certain scoring, une certaine maturité dans leur processus d'achat, et vous dites, lui, je pense qu'il faut que j'aille me rapprocher de lui parce qu'il a l'air perdu, il a l'air d'avoir un véritable besoin. Et donc, je vais aller le contacter. Et donc, c'est évidemment tout l'inverse de cette situation que moi, je déteste, je pense, et que vous devez détester très probablement. Vous rentrez dans une boutique de fringues, vous êtes à peine entré, il y a une vendeuse qui vous dit, je peux vous aider? Bah non, en fait, je viens d'arriver, laisse-moi le temps de rentrer, de mettre mes deux pieds dans la boutique et de regarder ce qu'il y a. Si ça se trouve, en fait, j'ai pas besoin de toi. Donc, tu m'as saoulé déjà avant même de rentrer. Donc, c'est vraiment cet exercice-là d'amener de la pertinence dans l'engagement. Et donc, pour les paniers abandonnés ou pour le chat, la règle reste la même, c'est avoir une capacité de pouvoir définir des règles qui soient un peu fines, donc d'avoir la data et de se dire, tiens, là, cette personne en a besoin. Si on en a besoin, votre appel sera bien reçu. Mais l'avantage en ligne, c'est quand même qu'on a aujourd'hui toute cette data-là. Donc, c'est à nous de jouer avec et de faire ça de façon intelligente. Absolument. Super. Deuxième campagne qu'on voulait vous partager, c'est la recommandation produit. Aujourd'hui, quand on fait de la recommandation produit, ça vous arrive, hein, je pense que vous l'avez tous aussi vécu, on arrive sur un site et on va me proposer les produits que j'ai déjà regardés auparavant ou la catégorie dans laquelle j'ai déjà acheté. Ça peut même aller un petit peu plus loin avec, par exemple, les top produits du moment ou les produits les plus vendus de la journée s'il y a une circonstance qui peut être externe. Donc ça, c'est les critères qu'on va définir. Pour mettre en place de la recommandation produit, nous, on a défini vraiment deux étapes. La première, c'est l'analyse du comportement en ligne. On en a parlé déjà dès la relance panier. C'est vraiment clé, c'est vraiment important. C'est tout cet historique de notre contact, de notre prospect ou de notre client. Qu'est-ce qu'il fait en ligne? Est-ce qu'il a visité telle page? Combien de temps? Et je corrèle cette data à ma base de données, puisque typiquement, si on est sur quelqu'un qui a déjà acheté, je vais pouvoir corréler, il a acheté mon produit A, et là, aujourd'hui, il est que sur mon produit B, et il y reste longtemps. Il a téléchargé un guide de mon produit B, il a regardé le prix, il a regardé la fiche produit complète,
Bon, bah là, je vais peut-être lui proposer de la recommandation sur le produit B. Et si j'ai trois choses à recommander, bon, bah, je vais peut-être essayer d'autres choses. Mais vraiment, première étape, j'analyse ce comportement et j'en fais de la segmentation. Deuxième étape, c'est comment j'agis. Et là, il dit, euh, toujours dans cette optique, j'ajoute de l'humain et au bon moment, encore une fois, comment toi, tu conseilles et comment ça se passe avec les commerciaux que vous positionnez dans ce cadre-là. Il y a eu tout, nous, on va fournir d'un point de vue marketing automation, en tout cas, cette data avec les informations du visiteur, l'historique de navigation. Et là, OK, maintenant, à toi de jouer parce que les critères ont été remplis. À toi de jouer commercial, quoi. Complètement. Et ben là, on parle d'un sujet qui est orienté dans l'univers de la relation client, on appelle ça du flux entrant. On va pas prospecter dans l'annuaire pour essayer de trouver quelqu'un qu'on ne connaît pas. Imaginez que vous avez quelqu'un qui vous appelle, un prospect qui appelle votre centre de relations clients, vos commerciaux. Il y a deux manières de faire. Il y a la manière numéro une, vous avez un commercial qui connaît rien sur votre client et donc du coup qui va lui poser toute une série de questions pour pouvoir identifier son besoin. Or, lorsqu'on est un site e-commerce, cette data, on l'a déjà. Et l'idée, c'est de pouvoir, au travers de l'outillage, faire gagner du temps à ce commercial pour pouvoir identifier les besoins en fonction de la donnée récoltée sur votre site e-commerce qu'on va pousser dans le CRM, donc sur la fiche de ce prospect ou de ce client. Et là, on parle de CRM de prospection, pour pouvoir amener de l'intelligence dans la pertinence du discours. Donc typiquement, imaginez ce prospect qui, je dis une bêtise, est en train, ça fait 5 fois qu'il est allé regarder un bijou avec un diamant de 1 carat. Euh, il vous dit qu'il cherche un bijou à offrir pour sa femme par téléphone. Bon, vous avez déjà un ordre d'idée de la gamme budgétaire qu'il a, du type de produit qu'il a pu avoir, mais encore plus loin, s'il a déjà consommé chez vous, donc au-delà de son historique de navigation, on va avoir son historique d'achat, il a plutôt tendance à acheter comment dire, de la joaillerie en or blanc. On aura moins tendance du coup à aller proposer un autre matériau comme de l'or jaune. Et donc l'idée, c'est d'amener de la pertinence et de faire gagner du temps au commercial dans sa capacité à pouvoir amener de la pertinence par rapport aux besoins spécifiques de ce prospect et de l'accompagner jusqu'au bout du processus d'achat. Moi, je vois typiquement dans l'univers de la banque, ils ont du flux entrant pour des besoins X ou Y, mais ils doivent, dans un délai très très court, parce qu'imaginez bien, votre prospect, il n'est pas là pour rester 45 minutes avec vous au téléphone, le temps que vous ayez pisté son besoin. Vous avez besoin pour vos commerciaux qu'ils aient des suggestions de produits complémentaires par rapport à leurs historiques de consommation, des produits, comme je le disais, complémentaires, mais aussi des produits nouveaux qui pourraient répondre à des comportements. Dans l'univers de la banque, par exemple, vous avez un client qui n'a pas de compte épargne, mais il a beaucoup d'argent sur son compte courant. Il faut aller chercher l'ensemble de ces informations. Et donc, si l'outil vous permet d'afficher ces historiques de consommation, vous pouvez même pousser aussi des recommandations commerciales pour vos commerciaux. Donc, ça va être des espèces de vignettes que vous allez pousser dans votre CRM qui vont dire pousse pour ce type de persona, un compte épargne, une carte de crédit Platinum, je ne sais quoi, etc., etc. Et donc, vous allez faire de la recommandation produit, pas pour le client, mais pour le commercial qui, lui, va le partager avec son intelligence humaine à ce client. Ouais, exactement. Ça, c'est le Saint Graal pour le commercial. S'il y a des gens qui ont déjà été commerciaux ici. C'est un peu un rêve. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est possible et c'est ça qui est génial. Troisième campagne, cette campagne-là, c'est juste pour vous montrer que ça existe et c'est des petites choses assez simples à mettre en place. On a parlé de la relance panier, on a parlé de la personnalisation sur le site pour les commerciaux. Sans même aller jusqu'au panier, vous pouvez faire des emails personnalisés. Donc là, typiquement, je suis allée sur le site qui vend des produits pour les nouveau-nés et les mamans et j'ai visité pour aller voir s'il y avait un porte-bébé. Je suis pas allée jusqu'au panier. Cependant, j'ai reçu un email qui m'a invité à me rappeler que ce porte-bébé, il était super bien et qu'il coûtait tant, etc., etc. Et en fait, là-dessus, c'est des choses qui sont assez faciles à mettre en place. On peut le faire directement dans un email. On peut le faire aussi sur une pop-in personnalisée, c'est-à-dire que la prochaine fois que ma personne vient sur le site, je vais lui rappeler, regardez toute la gamme, par exemple, des porte-bébés.
ou alors regarder juste celui-ci, ou alors regarder le plus vendu actuellement. Mais je vais pouvoir le mettre directement. Et là, j'ai pas du tout besoin d'avoir récolté ces infos. Alors que pour, voilà, bon, faut bien que j'ai son adresse email à un moment donné, donc sur des personnes qui ont par exemple déjà acheté ou qui ont, je sais pas, sont inscrits à la newsletter par exemple. Pourquoi tu Et ça, regardes les portes-bébés, là, Sophie? pardon? Pourquoi tu regardes les portes-bébés, là, sur Envie de fraise? Peut-être que je vais bientôt en avoir besoin. Ah, très bien. Cool. Bah, du coup, tu vas avoir plein de relances. Dans- J'adore, tant que c'est pertinent, ça me va bien. Donc voilà, et pensez-y aussi sur le site directement. Ça peut être une relance personnalisée sur le site avec la recommandation produit comme je vous le montrais. Ben là, on va pouvoir lancer. Donc des outils qui sont très puissants. Voilà, l'idée c'était vraiment de vous dire pensez-y. Hop, on a une question entre-temps. Peut-être que c'est le moment de penser, avant de passer à la prochaine. En tant que client, j'aimerais souvent qu'on me recommande non pas les produits les plus vendus, non pas les accessoires vente additionnelle, mais si je souhaite qu'on me propose plutôt des produits les plus fiables ayant les moins de pannes. Par exemple, parce que je souhaite remplacer mon PC portable. Or, ce genre de conseil que beaucoup recherchent est pourtant quasi inexistant. Ouais, je pense que vraiment ça peut faire la différence. Là, enfin, c'est un paramétrage à avoir. Je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a la réflexion que vous avez sur ce que vous voulez apporter et ce qui est fait quand même aujourd'hui. Vous avez raison dans votre question. C'est plus classique. C'est j'allais chercher dans ma base qu'est-ce qui est le plus vendu, qu'est-ce que je marge le plus, enfin des notions très commerciales. Et or la personnalisation, on l'a vu avec les stats aussi, c'est ce qui est mieux. Donc, faut trouver aussi un outil qui permet d'avoir cette démarche-là en fonction, mais là, on va aller peut-être un petit peu trop loin et c'est peut-être le moment de me dire, Sophie, tu vas trop loin, en fonction des personas. Parce que là, la question que vous nous avez posée, moi, ce que j'identifie, si je prends ce qu'on appelle le son casse en commerce, c'est que vous êtes une personne plutôt confort. Vous voulez le confort et la sécurité. Je veux la chose la plus fiable et je veux être tranquille avec, je sais pas, une garantie ou autre. Bah, si j'ai identifié que la personne, c'était ça son intérêt, peut-être que le commercial peut le remonter, par exemple, dans son CRM. Et si c'est ça, alors je vais afficher sur le site. Mais là, c'est sûr qu'on est sur des choses très avancées que déjà tous les outils ne permettent pas et sur des niveaux de granularité d'information qui sont vraiment précises, quoi. Donc, je sais pas Trouver si. d'ailleurs peut-être sur cette aspiration-là, mais qui amène du sens. On fait un exercice, nous, qu'on impose à nos commerciaux qui est ultra chronophage, que ce soit sur le chat ou par téléphone, c'est qu'on leur demande de taguer et d'archiver tous les freins à l'achat et les besoins exprimés par les prospects. Et donc, du coup, par ce système de tagging, on va mettre des espèces d'étiquettes en fait sur des prospects. Ça nous permet justement d'avoir des analyses avancées de la conversion et de comprendre en fonction des personas qu'est-ce qui leur parle le plus, qu'est-ce qui leur parle le moins. Et dans mon discours commercial, qu'est-ce qui génère de l'impact et qu'est-ce qui nécessite une amélioration dans le discours. Et vous pouvez très bien faire cet exercice qui peut être un peu chronophage si vous avez une collection, une gamme de produits très très large et qui peut générer du sens, c'est de taguer vos produits justement pour dire produit sécurité, si je peux dire, ou produit fiabilité. Et donc du coup, vous pouvez remonter ça dans les fiches de prospect lorsque vous avez du flux entrant pour vos commerciaux. Tiens, il a des habitudes de consommation sur des produits plutôt fiables, plutôt premium dans les gammes. Donc il ne va pas aller chercher du low cost, mais il va aller chercher du plutôt premium. Et toutes ces clés de lecture, là, on fait de la corrélation, c'est ce qui est intéressant, hein, entre du marketing et de la force commerciale. Le marketing va pouvoir identifier justement les besoins au sens pur du terme, et dans la stratégie commerciale, on va amener la capacité d'exécution de cet insight-là pour que ça génère de la pertinence. Complètement. Et comme tout va très vite quand même en ligne quand on est sur le site e-commerce, pour pas se tromper, souvent ce qui est recommandé, c'est oui, alors les meilleures ventes, parce que ben, si c'est les meilleures ventes, c'est bien qu'il y ait une raison. Et après, là, par exemple, on vous montre dans la même catégorie, ça peut être ça, cette catégorie, comme la personne a acheté dans la catégorie plutôt premium, avec cette notion d'assurance, si derrière il y avait un retour produit, par exemple, ou si c'était de la qualité que nous, on a notifié comme haut de gamme, je vais lui proposer des produits dans la même catégorie et pas seulement, pas seulement la remise du moment parce que c'est pas forcément ce qui l'intéresse aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une bonne démarche et il faut vraiment être l'idée par cette bienveillance et la personnalisation. Je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux aussi aujourd'hui et toutes les stratégies de base, elles ont fait leurs preuves, mais si on veut vraiment déplacer
dépasser le plafond de verre, c'est vraiment d'aller sur de la personnalisation et ça en fait partie de ce que tu as dit, Eddy, des questions qu'on a là depuis tout à l'heure aussi. Je pense qu'on aspire tous en tout cas à cette démarche-là. Du coup, c'est exactement cet exemple de campagne que je viens de vous expliquer. Amener du sens. Exactement. Dernière campagne qu'on veut vous partager, c'est aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous avez déjà une base de données. Vous avez une base de données il y a des actifs et des personnes qui sont un petit peu plus dormantes. Donc, comment j'identifie mes hot leads, comment je qualifie en continu cette base de prospects. Et donc ça, c'est un exemple de campagne que, Eddy, tu peux nous parler, puisque là, on remarque bien que l'objectif ultime, c'est à quel moment je fais ma relance premium du commercial. On a commencé à en parler, mais peuvent être des critères et quelle démarche finalement je peux mettre en place? Alors, c'est super intéressant. Alors, on va parler d'abord d'un point de vue stratégie commerciale. Pour avoir utilisé beaucoup d'outils d'automation, et pas encore web mécanique dans mes usages internes, mais je pense qu'au regard des échanges qu'on a eu avec Sophie et des points de frustration que je vais partager, il y a de fortes chances pour qu'on y passe. Donc sur cette côté, rendre mature un prospect et donc lui amener du contenu pour lui faire gagner des points et de se dire, tiens, s'il passe telle étape, je considère qu'il est suffisamment mûr pour qu'il passe à un acte d'achat où j'arrive sur une démarche commerciale de dire, celui-là, je vais le transformer en rendez-vous, en accompagnement premium pour qu'il puisse aller acheter pour mon site e-commerce, que ce soit B2B ou B2C. Il y a cette notion d'arriver à un score. Si vous avez une ressource commerciale, qu'elle soit interne ou externe, encore une fois, ce qui est important, c'est de se dire, je n'ai pas besoin de savoir le score de tous mes prospects, ce que j'ai besoin de savoir, c'est l'évolution. Quand ils passent de pas mature à mature et d'assigner ce flux-là à une ressource commerciale en fonction des attributions de mon organisation commerciale. On peut fonctionner de manière géolocalisée, donc je vais avoir un commercial qui va s'occuper, je ne sais pas moi, de l'IMEA ou même d'une région en France, et donc du coup je veux assigner de manière automatisée à ce commercial ce flux-là d'opportunités pour qu'ils puissent les contacter aussi dans un délai qui est court. Donc l'outillage est vraiment très très important dans la partie nurturing parce que ce nurturing de manière manuelle, il est quasi impossible ou en tout cas il sera très très inexact. Le Graal, c'est évidemment une consommation autonome de la part de vos prospects sur vos sites e-commerce. Mais c'est évidemment pas le cas de tout le monde pour X ou Y raison. Et donc, alors c'est difficile de dire pour vos business quels vont être les différents critères, parce que ça va dépendre de vos personas, ça va dépendre de votre industrie et des enjeux pour votre activité. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fait du commercial, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, on dit il y a ce qu'on appelle le cold calling, donc c'est cette action d'appel sortant. Faire un appel sortant à quelqu'un qui n'attend pas votre appel, qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas votre entreprise, qui ne vous connaît pas vous personnellement, vous ou vos produits, vous avez des taux de succès qui sont extrêmement bas. C'est-à-dire que vous avez des taux de captation, de transformation qui sont quasi sensiblement la même chose que sur du e-commerce. Et 1% pour la ressource commerciale, vu le prix que coûte une ressource commerciale, ça n'a aucun sens. Mais dès lors que vous amenez ce nurturing, donc vous allez amener du contexte à votre appel commercial, vous allez être bien mieux reçu. Parce qu'en effet, il a interagi avec votre marque à plusieurs reprises et donc votre appel a du sens. Il n'est pas intrusif, il est opportun et il répond à un besoin. Le rôle du commercial n'est pas de vendre un tapis à quelqu'un qui n'a pas de maison, un SDF. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est juste du forting et peut-être si vous êtes excellent, vous arriverez à le faire une fois ou deux. Le rôle du commercial, c'est d'amener la rencontre entre un besoin et une offre. Et c'est une véritable rencontre qui est gagnante. C'est ça le vrai rôle du business. C'est d'amener de la pertinence dans votre offre par rapport à un besoin de marché. Donc le commercial, quand il a identifié que l'offre est réellement pertinente aux besoins de ce prospect, alors il est reçu correctement. Et c'est vraiment ça tout l'idée. Et il faut fluidifier cette accessibilité et protéger le temps du commercial pour qu'il ne puisse parler qu'à des personnes qui veulent interagir avec lui. Exactement. Et pour ça, ben voilà, nous, ce qu'on vous propose, c'est notamment cette notion de scoring, ajouter des scores à des étapes qui vous sont importantes pour vous et à atteindre tel score et tel critère. Donc ici, pour l'exemple, c'est 30 points et il n'a pas acheté.
alors le commercial a sa notification pour l'appeler avec la fiche, comme on l'a vu dans le scénario 2, avec tout l'historique d'achat, s'il y a déjà eu achat, ou comportemental pour orienter son discours. Et en effet, les taux de conversion seront meilleurs et le travail du commercial en lui-même aussi sera beaucoup plus gratifiant et valorisé et du coup mieux perçu dans ce conseiller plutôt que ce commercial qui, voilà, qui pourra vous accompagner. Et Donc très voilà. probablement un turnover dans les équipes commerciales. Exactement. Voilà, on vous a partagé les quatre campagnes qu'on voulait. Je trouve que le webinaire était plutôt avec des échanges. Merci à tous ceux qui ont posé leurs questions. On reste encore là quelques minutes pour ceux qui ont des questions. Et puis, si vous voulez aller au-delà, évidemment, vous avez nos coordonnées sur cette slide. N'hésitez pas, même sur LinkedIn, avec plaisir de pouvoir en discuter derrière, même sans parler forcément d'un projet avec l'entreprise. Mais c'est toujours enrichissant et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir créer des webinaires comme ça avec les expériences qu'on a. Si vous avez d'ailleurs des leviers, des choses que vous avez toujours voulu faire avec une ressource commerciale qu'on n'a pas partagée, que vous ne voyez pas encore pour votre site e-commerce et qui vous semblerait pertinente, on prend ça avec plaisir. Je vous donne un exemple. On a un partenaire qui récemment nous a dit faire de l'avant-vente, c'est très bien, bla 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 bla. Moi, j'aimerais appeler mes clients au moins une fois lorsqu'ils sont des nouveaux clients, après leur première commande, par exemple une semaine après, pour amener de la considération par rapport à leur achat, comprendre est-ce que ça leur a plu, pardon, et créer les premières étapes de cette fidélisation par un acte humain, émotionnel, par de la voix et de la considération. Ça, je trouve ça super intéressant, c'est très peu fait dans très peu d'industries de faire cet effort. Et je trouve qu'il est très différenciant. Si vous avez d'autres idées géniales, je suis très preneur. Nos partenaires dans le e-commerce nous demandent toujours des nouvelles idées, des nouveaux leviers à activer avec notre force commerciale externalisée. Et parfois, je chôme. Super. Bon, ben on a des personnes qui nous remercient, donc merci encore à toutes et tous. Merci beaucoup. Eddy aussi, c'était chouette de partager. Comme vous l'avez compris, on travaille même pas encore ensemble, mais voilà, on a trouvé que nos deux structures et nos deux travaux au général pouvaient faire une bonne synergie et on s'est dit, bah, si on parlait de ce sujet-là. Et j'ai pourtant l'impression qu'on se connaît depuis des années, Sophie, c'est assez incroyable. Ça s'est fait de manière très naturelle. Merci d'ailleurs, j'en profite. Merci Laurine et Romane qui sont les stars behind the scene qui ont pu permettre, qui ont pu organiser ce webinaire avec autant de brio et de fluidité. Ouais, merci beaucoup à tous et merci. Merci Jonathan aussi qui vient de nous faire un petit commentaire en disant que c'était très intéressant et qui fait du B2B, mais que la logique finalement se rapproche de plus en plus du B2C et que ça va vraiment dépendre de la cible et du portefeuille. Donc oui, en effet, Jonathan, je pense qu'il y a des choses à apporter. Nous, on travaille par exemple avec des personnes dans le B2B, même des industriels qui vendent du consommable et qui ont un site e-commerce et qui mettent alors eux, pour le coup, il y en a pas beaucoup qui le font, donc les taux explosent parce que du coup, ils sont vraiment différenciés par rapport à leurs concurrents. Mais la logique, en tout cas, elle est de plus en plus liée et c'est personnalisé. Et écouter ce que les clients ont à nous dire et puis automatiser et actionner l'humain qui est quand même au cœur et qui le sera, à mon avis, encore pendant longtemps quand c'est nécessaire. On parle on vend au travers du chat, par exemple, des pièces détachées dans l'agriculture pour des agriculteurs. Donc le B2B, que ce soit sur la relation client humanisée ou sur l'outillage, pour moi, c'est celles qui génèrent énormément d'impact. Dès lors qu'on a justement la bonne personne en face. C'est ça qui est cool. On a des questions sur les replays. Si vous êtes encore là, oui, un replay vous sera proposé. On va vous faire un email cet après-midi si on est bon, demain si on a un peu trop de travail, avec le replay. En tout cas, on va vous envoyer un email de remerciement avec l'accès au replay si vous voulez revoir, si vous avez raté un moment, si vous voulez le partager à vos équipes ou autres. Donc oui, on vous enverra tout ça. J'espère qu'on vous a inspiré un petit peu. Si vous avez de la ressource commerciale, vu que maintenant on a terminé de parler des sujets sérieux, même si c'est très sérieux,
je vous recommande, vu qu'on gère, nous, chez HDB, plus de 70 commerciaux, on travaille beaucoup sur la gamification de leur travail, parce que l'exercice de commercial n'est pas toujours facile au quotidien, hein. Leur job, c'est de se prendre des noms. On a par exemple des petits yes, si vous le voyez à mon écran. Dès lors qu'ils ont un petit succès, ça peut être une transformation, ça peut être une opportunité, ils ont chacun le plaisir d'appuyer sur la petite boîte. Et je trouve ça assez cool. D'ailleurs, ça ne devrait pas être réservé qu'aux commerciaux. Dès qu'on a un truc cool, on appuie dessus, on tape dessus comme un sauvage. C'est clair. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup à toutes et tous et merci pour vos messages. Ça fait plaisir en fait. On nous a dit aussi présentation claire, vivante, pas de langue de bois. Donc bravo et bravo Eddy. Je suis contente d'avoir partagé. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on prolonge les échanges ou autre. Et le webinaire sera en replay. Merci. Futur bon appétit tout le monde. Bon appétit, bonne journée.